Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un des textes juridiques les plus importants de l'histoire, le Code Napoléon. Promulgué en 1804, c'est bien plus qu'une simple liste de lois. C'est le résultat une fusion qu'on pourrait croire impossible entre la tradition millénaire du droit romain et les idées toutes neuves, explosives de la Révolution française. Mais pour bien saisir l'ampleur de la chose, il faut se poser la bonne question. Imaginez un peu la situation à la fin du XVIIIe siècle. Comment fait-on pour unifier une nation qui vit, depuis des centaines d'années, sous une avalanche de lois qui se contredisent? C'était ça, le défi immense de Napoléon. Avant la Révolution, il faut bien comprendre que l'idée même d'une loi française unique, ça n'existait pas vraiment. Le royaume, c'était un vrai patchwork de systèmes juridiques qui se faisaient concurrence. Un véritable chaos, ce qu'on appelle le pluralisme juridique. À cette époque, la justice, elle était tout simplement pas la même pour tout le monde. Elle pouvait changer en fonction de la région, du statut social, parfois même du village où l'on se trouvait. L'arbitraire était la règle, pas l'exception. Concrètement, ça ressemblait à quoi? En fait, c'était un empilement de règles. Au nord, on avait le droit coutumier, hérité de traditions orales. Partout, le droit de l'Église, le droit canonique, gérait tout ce qui touchait à la famille. Et puis, au niveau local, chaque seigneur pouvait imposer ses propres règles. Un vrai labyrinthe. Alors, pour mettre un peu d'ordre dans ce fouillis, les juristes de Napoléon ne partent pas de rien. Ils vont se tourner vers un héritage absolument colossal, le premier ingrédient de leur recette, la logique et la structure implacable du droit romain. Rome n'a pas seulement construit des routes et des aqueducs. Rome a littéralement bâti les fondations de notre pensée juridique. Le droit romain, c'est le premier système à avoir créé des règles claires, écrites, rationnelles, bref, à avoir offert une sorte de mode d'emploi pour la vie en société. C'est le pilier de tout le droit en Occident. Rome nous a laissé des concepts qui nous semblent évidents aujourd'hui. La distinction entre les personnes, la propriété, les contrats. Mais surtout, les Romains ont fait quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Ils ont séparé le droit de la religion. Et ils ont prouvé qu'un immense empire pouvait fonctionner avec un seul et même ensemble de lois, cohérents et écrits. Bon, on a donc la structure romaine. Mais il manque l'autre ingrédient le plus explosif. Ce sont les idées radicales des Lumières et de la Révolution française. Et ça, c'est l'étincelle qui va vraiment tout changer. Là, la rupture est totale. Avec les philosophes, la source de la loi change du tout au tout. Elle ne descend plus de Dieu ou du roi, non. Elle émane de la volonté générale du peuple, de la raison. Le but du droit n'est plus d'imposer un ordre divin, mais de protéger les citoyens contre l'arbitraire. Le moment clé de cette rupture, c'est évidemment 1789. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui proclame que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est une promesse immense, la promesse d'un droit qui sera enfin le même pour tous. Le cahier des charges pour ce nouveau droit était donc clair. Il devait se baser sur 3 piliers, 3 principes non négociables, la liberté de chaque individu, l'égalité de tous les citoyens face à la loi et la souveraineté de la nation, qui devient la seule source légitime du droit. On se retrouve donc avec 2 forces monumentales. D'un côté, la structure logique de Rome. De l'autre, l'idéal égalitaire de la Révolution. Ça semble presque incompatible. Et pourtant, c'est là que Napoléon Bonaparte entre en scène. Il va forcer ces 2 mondes à fusionner. Cette phrase, elle résume absolument tout le génie de l'opération. Napoléon ne choisit pas son camp entre l'ancien et le nouveau. Il ordonne à ses juristes de faire une synthèse, de prendre le meilleur des 2 mondes pour créer quelque chose de complètement inédit. Et le résultat est brillant. D'un côté, on prend à Rome le droit écrit, les catégories logiques, la protection de la propriété privée, et de l'autre, on grave dans le marbre les grands acquis de la Révolution, l'égalité, la laïcité de l'État et l'idée que la loi est l'expression de la nation. Le Code civil, c'est vraiment le point de rencontre de ces 2 univers. Et cette rencontre, elle a une date, 1804. Le Code civil des Français est promulgué. Pour la toute première fois de son histoire, la France est unifiée par une seule et même loi. C'est un tournant radical, pas seulement pour la France, mais pour l'histoire du droit dans le monde entier. Parce que oui, l'histoire ne s'arrête pas aux frontières françaises, loin de là. L'impact du Code Napoléon a été mondial. Il a servi de modèle, un modèle de clarté, de rationalité, qui a séduit bien au-delà de l'Europe. En fait, aujourd'hui, le monde juridique est principalement divisé en 2 grandes familles. D'un côté, on a la common law des pays anglo-saxons, qui se base surtout sur les décisions des juges, et de l'autre, on a le droit civiliste, directement inspiré du modèle de Napoléon. Ce système domine en Europe continentale, en Amérique latine et dans une bonne partie de l'Afrique et de l'Asie. Et c'est ça qui est incroyable avec ce texte. Bien sûr, il a été modifié de nombreuses fois depuis 1804, mais sa structure, sa logique, ses principes fondamentaux, tout ça est encore au cœur de notre droit plus de 2 siècles plus tard. Il a été conçu pour durer.
On termine sur une question qui nous ramène à un débat philosophique bien plus ancien. Le Code a créé un ordre légal, c'est certain, mais est-ce que ce qui est légal est toujours juste ? C'est le dilemme que posait déjà Antigone dans la Grèce antique et qui continue de nous interroger sur ce lien si complexe entre la loi et la morale.